Certains propos pourraient ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada audio. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez Dérive Ayahuasca. Épisode 5. Le serpent. Ça fait maintenant quelques mois que je travaille sur l'histoire de Nelson et puis mon idée de ce qui s'est passé pour lui au Pérou n'a pas arrêté de changer. J'ai commencé ma démarche avec la version des médias, un suicide. Il avait supposément laissé une note d'ailleurs où il disait être désolé et demander pardon. Peut-être que l'ayahuasca avait quelque chose à y voir ou pas, mais il faut dire qu'il y avait tellement peu de détails. Ensuite, j'ai mis cette idée-là de côté parce que les amis de Nelson m'ont fait un portrait de lui qui concordait pas du tout avec ça. Mais après, le chaman canadien Dave est revenu chambouler ma conception de toute l'affaire. Puis je me suis demandé si l'ayahuasca aurait pu déclencher une sorte de psychose chez Nelson, alors qu'elle est déjà pas super bien. Et il y a encore l'anecdote du serpent qui me tracasse. D'ailleurs, parlant de serpent, je me pose beaucoup de questions sur toute la légende qui entoure l'ayahuasca, celle d'une médecine utilisée depuis des millénaires par les peuples autochtones pour obtenir de la guérison et des révélations. Est-ce que c'est vrai tout ça? Nelson y croyait beaucoup, et puis je veux bien y croire moi aussi, mais je me questionne quand même sur l'origine de tout cet univers mystique-là. D'ailleurs, les cérémonies auxquelles les Occidentaux vont participer en Amérique du Sud, par milliers chaque année, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'industrie touristique là-dedans? Ce qui est intéressant de noter quand même, et ce qu'il faut respecter aussi, c'est que les usagers de ces pratiques occidentaux ne se voient pas comme des touristes. David Dupuis est un anthropologue et psychologue français. Depuis 2008, il fait des recherches sur l'ayahuasca et les substances psychédéliques. D'ailleurs, il a passé plusieurs années sur le terrain, en Amazonie péruvienne, à s'intéresser au phénomène de l'internationalisation de l'utilisation de l'ayahuasca et à l'émergence du tourisme chamanique. Le plus souvent, les gens, ils économisent longuement de l'argent, ils y pensent, ils y réfléchissent beaucoup avant d'y aller. C'est très fortement investi de sens pour la plupart des gens qui se rendent là-bas, et ils viennent souvent avec des choses très lourdes à régler. Que ce soit des problèmes psychothérapeutiques, des deuils, des addictions, des maladies, des recherches de sens spirituelles, par exemple, très importantes. Ils y vont pas pour passer du bon temps. C'est investi très fortement. Donc c'est là que l'analogie avec le tourisme peut-être trouve ses limites. Mais les pratiques en tant que telles, le rituel, la cérémonie, puis tout ça, est-ce que c'est vraiment traditionnel aux peuples locaux ou est-ce que c'est un truc qui a été un peu bâti plutôt pour les touristes spécialement? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on passe du temps sur le terrain en Amazonie. C'est-à-dire que les clients occidentaux passent leur temps à chercher des pratiques traditionnelles. Alors, ils veulent surtout pas être des naïfs qui se feraient avoir par des pratiques touristiques. En effet, ça, je l'ai vraiment ressenti dans mes discussions avec les psychonautes intéressés à l'ayahuasca. Pour eux, c'était super important d'avoir accès à quelque chose d'authentique. Et pour cette raison-là, ils essayaient de choisir le meilleur centre ou le meilleur chaman qui correspondrait à leur vision de ce qui est vraiment traditionnel. Sauf que, c'est un peu une illusion, en fait. C'est intéressant parce que, là encore, la tradition, c'est une invention d'occidentale. C'est aussi cette idée que les sociétés non occidentales seraient comme figées dans le temps, n'évolueraient pas. Alors on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ces sociétés-là, elles seraient restées bloquées dans l'histoire, et donc elles reproduiraient les mêmes pratiques depuis des siècles et des siècles. Ça m'amène à un point qui m'a vraiment frappé dans ma discussion avec David Dupuis. C'est à propos de l'ayahuasca en tant que pratique ancestrale. Écoutez n'importe quel documentaire ou lisez n'importe quel article sur le sujet, même dans des médias considérés très crédibles, et cette idée-là revient constamment. En fait, typiquement, c'est un des éléments qui fascine le plus les voyageurs. Par exemple, ici, c'est Michael, un psychonaute, qui me parle de ça. L'ayahuasca qui est très sacré, qui existe depuis 10 000 ans. L'ayahuasca, ça existe depuis 10 000 ans. C'est un mélange de deux plantes. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? Vous
Ça, c'est l'occasion de débunker un mythe sur l'usage de l'ayahuasca qui a la peau dure. On entend tout dans cette affaire. 500 ans, 5000 ans et pourquoi pas bientôt 500 000 ans. Bon, alors tout d'abord, tout dépend de ce qu'on appelle l'ayahuasca. Ce qu'on appelle l'ayahuasca, justement, c'est le bouillon ou le mélange fait avec plusieurs plantes qu'on va vous donner en ce moment si vous allez dans un centre chamanique en Amérique du Sud. Mais là, quand on entend dire que c'est utilisé depuis très longtemps, est-ce qu'on parle de ce mélange-là ou d'autre chose? On a trouvé dans un site funéraire d'ailleurs assez récemment, en Bolivie, une pochette qui contenait des restes de substances psychoactives, dont des composantes de l'ayahuasca, qui ont été datées de 1000 ans. Alors c'est la trace la plus ancienne d'un usage humain de substances composant l'ayahuasca, mais c'est en fait assez spéculatif de dire pour autant que ces substances auraient été utilisées à des quantités ou des modes d'administration hallucinogènes. C'est-à-dire que les quantités qu'on a retrouvées n'étaient pas suffisantes même pour faire une dose d'ayahuasca. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a retrouvé des traces de certaines plantes qui font partie du mélange qu'on appelle aujourd'hui ayahuasca que ces plantes-là étaient consommées pour obtenir des visions ou autres. Or, on sait que ces substances-là, elles ne sont pas utilisées que pour leurs propriétés hallucinogènes, elles peuvent être utilisées à des plus petites doses, par voie externe, pour des effets thérapeutiques, d'autres effets thérapeutiques, par exemple pour des baumes, etc. Ou aussi, elles peuvent être utilisées à des fins religieuses comme des offrandes. Globalement, on dispose d'aucune preuve, archéologique ou autre, que l'ayahuasca a été utilisée dans les temps anciens. David Dupuis n'est pas le seul à l'affirmer. En fait, c'est souvent discuté quand on lit des recherches sérieuses sur le sujet. En fait, les peuples autochtones prétendent pas ça eux-mêmes. Il est intéressant de voir d'ailleurs que quand on parle avec les populations locales, par exemple les Shipibo, eux-mêmes ne prétendent pas nécessairement que l'usage de l'ayahuasca est très ancien pour eux ou aussi central dans leur culture que les promoteurs internationaux l'affichent. Donc, l'ayahuasca, ça remonte à quand finalement? Ce mélange qu'on appelle aujourd'hui ayahuasca, qui est utilisé dans le cadre du chamanisme globalisé, a été découvert dans la région de l'actuelle ville d'Iquitos, en Amazonie péruvienne, et serait répandu vers le sud ensuite, pendant le boom du caoutchouc, notamment autour des missions catholiques et des camps de travail. Donc là, il faut se rendre compte qu'on est seulement à la seconde moitié du 19e siècle. Donc c'est très tard. Seconde moitié du 19e siècle. Donc, il y a seulement 150 ans. C'est quand même fascinant de constater que la croyance populaire qui veut que l'ayahuasca soit d'usage très ancien est tout simplement pas appuyée par les connaissances sur le sujet. Mais plus que ça, en fait, on parle ici d'une pratique post-coloniale, autrement dit, qui est apparue avec l'arrivée des Occidentaux. Donc on voit que derrière cette idée effectivement très partagée que l'ayahuasca serait utilisée traditionnellement depuis des milliers et des milliers d'années par les populations autochtones d'Amazonie, il y a ce fantasme un peu d'une religion archaïque, universelle, basée sur les hallucinogènes. Et alors c'est une thèse qui n'est pas dénuée de romantisme, mais qui est tout à fait spéculative et qui n'est pas du tout pour l'instant étayée par les faits, et notamment par le fait que si on regarde le nombre de sociétés humaines qui utilisent des hallucinogènes, dans leur pratique culturelle, c'est extrêmement réduit. On voit pas juste ça avec l'ayahuasca, hein? Par exemple, les champignons magiques sont eux aussi présentés par les adeptes comme d'usage millénaire, sur la base d'une peinture ancienne retrouvée dans une grotte où on voit supposément quelque chose qui ressemble très très vaguement à des champignons. Mais au final, les preuves sont tout simplement pas là. C'est très fort cet imaginaire que l'occidental va aller se ressourcer par les rites hallucinogènes et retrouver quelque chose que sa société a perdu. Donc derrière cette obsession de l'ancienneté de l'usage des hallucinogènes, on voit que finalement la dynamique de l'Occident qui essentialise les populations autochtones pour y projeter ses fantasmes. Bon, on en vient au sujet qui m'intéresse le plus, le tourisme chamanique. David Dupuis mentionnait plutôt que les Occidentaux aiment imaginer qu'il existe à quelque part dans le monde des peuples ou des traditions qui sont demeurés figés dans le temps, qui sont restés purs et authentiques. Je peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a une forme d'arrogance là-dedans, comme si toute la planète avait évolué sauf eux.
Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Si on connaît un peu l'histoire de l'Amazonie, les réinventions sont au cœur de la pratique chamanique amazonienne. La pratique du chamanisme amazonien, elle a toujours été constituée par les échanges interethniques, c'est-à-dire que le chaman est parmi le groupe celui qui voyage, qui souvent se rend dans d'autres groupes culturels pour apprendre des chants, des techniques rituelles, des préparations végétales. Devant l'intérêt grandissant des voyageurs occidentaux, les chamans modernisent leurs traditions pour y intégrer toutes sortes de tendances populaires à travers le monde. Ça peut inclure des pratiques issues d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le chamanisme d'Amazonie ou même des concepts de psychologie. Avec cette idée que le chaman serait une sorte de sage, de guide spirituel, un mélange de prêtres, de moines bouddhistes et de psychothérapeutes. Tout ça a mené à l'apparition d'une industrie de l'ayahuasca en Amérique du Sud, en particulier à Iquitos au Pérou. Des réseaux se sont mis en place localement, des centres chamaniques ont été construits, certains modestes, mais d'autres très luxueux, tout ça dans l'optique de répondre aux attentes et au niveau de confort attendus par les Occidentaux. Il faut savoir que l'Amazonie, c'est une des régions les plus pauvres du Pérou, donc c'est sûr que l'arrivée des clients internationaux, ça a été vu par les populations locales comme une opportunité de mieux gagner leur vie. Les autochtones qui investissent, qui empruntent de l'argent, qui emploient des personnes pour construire leur centre, travailler au sein de leur centre. Donc c'est intéressant, cette figure un peu du chaman entrepreneur. Le prix des séjours varie énormément parmi les centres. Selon mes recherches, ça peut aller de quelques centaines à quelques milliers de dollars par semaine. D'emblée, je ne vous le cacherai pas, mais moi, j'avais une vision assez négative du phénomène. Ça sonnait comme une attraction touristique, en fait, basée en plus sur une fausse représentation des pratiques culturelles. Mais David Dupuis m'a proposé une autre façon de voir les choses. Avec l'intérêt des Occidentaux qui arrivent massivement dans la région pour participer à des pratiques rituelles autour des hallucinogènes notamment, la pratique chamanique devient à nouveau une carrière enviable, une ambition personnelle valorisée socialement. Finalement, ce qu'on pourrait appeler l'émergence du tourisme chamanique a été un facteur finalement en un certain sens, de revitalisation des pratiques chamaniques qui quand même étaient bien souvent en voie de déperdition dans beaucoup de ces groupes culturels. Ah oui, donc ça a eu certains impacts positifs? C'est sûr que ça a été une opportunité pour les populations locales, une opportunité d'affirmation culturelle, parce que finalement, tout cet attrait qu'il y a aujourd'hui au niveau mondial pour les substances hallucinogènes, ça a été une voie formidable pour les populations autochtones d'Amazonie péruvienne, de faire connaître leur culture, de la valoriser. Mais ça a été aussi quelque part un appauvrissement parce que les pratiques autour des usages des hallucinogènes, les pratiques chamaniques dans la région se sont beaucoup standardisées pour répondre aussi aux attentes des Occidentaux qui souvent ne peuvent pas passer 3 mois mais peuvent passer 2 semaines, souvent ne vont pas accepter telle ou telle pratique et donc on adapte à la demande finalement. Au final, notre discussion a beaucoup nuancé ma position sur le sujet. D'ailleurs, je pense que c'est important de ne pas voir tout noir ou tout blanc parce que justement, ça me semble un peu ça le problème dans le domaine, les extrêmes. Soit l'ayahuasca, c'est une cure ancestrale miracle, soit c'est une arnaque touristique dangereuse. C'est ces deux visions-là, sans nuance, qu'on retrouve généralement dans les livres, dans les médias et dans les documentaires sur le sujet, en tout cas. Mais les aspects plus négatifs, c'est quand même important de les soulever. Premièrement, du côté de la commercialisation. Les chamans, maintenant, travaillent beaucoup avec les Occidentaux et donc à des tarifs qui sont très élevés par rapport aux ressources des populations locales. Et donc les populations locales, parfois, ne peuvent plus accéder aux chamans qui sont trop occupés à travailler avec les Occidentaux qui, eux, sont prêts à payer une centaine de dollars pour un rituel d'ayahuasca. Et ensuite, du point de vue de la sécurité des voyageurs. Les populations autochtones d'Amazonie sont humaines, Donc nécessairement, on retrouve tous les problèmes qui sont liés à la commercialisation avec la charlatanerie, des personnes qui n'ont pas vraiment de formation chamanique, qui s'improvisent guérisseurs et qui en fait ne savent pas vraiment utiliser les plantes parfois. Un phénomène assez répandu, par exemple, c'est les plastic shamans ou chamans de plastique, si je traduis. C'est des individus qui offrent des services chamaniques, mais qui n'ont aucune véritable connexion avec les traditions locales.
ou encore qui en ont une, mais qui l'utilisent surtout dans le but de gagner du pouvoir et de l'argent. Et au-delà de ces imposteurs-là, il faut quand même noter que même avec un vrai chaman, les choses peuvent se passer très bien ou très mal. Dans la vague MeToo, il y a eu une vague de dénonciation des agressions sexuelles par des chamans autochtones sur les clientes occidentales. Et alors là, il y a quand même beaucoup de dénonciations, notamment par certains guérisseurs très connus, très célèbres. Je sais toujours pas ce qui s'est réellement passé pour Nelson au Pérou, mais je progresse peu à peu. En fait, de comprendre tous les mythes qui existent sur l'ayahuasca, ça m'aide à me mettre un peu dans la tête d'un voyageur qui se présente là-bas et qui arrive avec des attentes énormes. Et là, j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus sur le fameux serpent, celui que Nelson a vu sortir de son ventre quand il a fait de l'ayahuasca pour la première fois. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la culture populaire. Par exemple, en 2020, la chanteuse Miley Cyrus était invitée au balado de Joe Rogan. Elle a dit que son expérience d'ayahuasca avait été plus extrême que la plupart des gens et qu'elle avait vu le serpent immédiatement, alors que ça prend plusieurs cérémonies aux gens pour y arriver en général, selon elle. I had a very great ayahuasca experience that I saw some things. I saw I guess people take ayahuasca a couple of times, end up seeing these snakes that end up taking you underground. Michael, le psychonaute, m'en avait parlé lui aussi de ça. Le dieu de ça, c'est un serpent. Le serpent rentre en toi et te nettoie de toutes les souffrances, de toutes les mauvaises énergies, de toutes ces choses. Des fois, c'est un autre animal qui est présenté en tant que symbole de l'ayahuasca. Dans mes lectures, j'ai vu le jaguar, par exemple, mais le serpent, c'est le plus commun. Selon d'autres versions, c'est pas un animal, c'est une personne appelée Mama Ayahuasca. Elle est décrite comme une femme ou une plante ou un mélange des deux, un être surnaturel qui vient parler aux voyageurs à travers les visions. And you kind of meet Mama Ayahuasca and she walks you through everything. So the woman that I was seeing. Je me demande d'où ça vient tout ça. Bon, ici je conçois qu'il y a plusieurs façons d'aborder le sujet puis que c'est un peu délicat, dans le sens où l'expérience que les gens vivent avec l'ayahuasca et plus largement avec les psychédéliques, elle est souvent décrite comme non pas une hallucination, mais quelque chose qui se passe pour de vrai. À titre d'exemple, revoici Vanessa, une psychonaute à qui j'ai parlé précédemment. L'ayahuasca, il y a quelque chose de plus viscéral, on dirait, qui vient te travailler dans tes fondations. La plante, elle veut que tu comprennes des choses sur toi-même. Donc, pour toi, là, quand on prend de l'ayahuasca, ce qui se passe, là, ce que tu vois, ce que tu vis, etc., c'est plus que juste une hallucination du cerveau, essentiellement. Ben, c'est que je pense qu'un annule pas l'autre ou qu'un est égal à l'autre. Tu sais, pour répondre à ta question plus clairement, non, c'est pas juste des hallucinations, puis j'ai même de la misère à le percevoir comme étant une hallucination. Il y a même un mot qui sert à décrire ces expériences-là. On dit qu'elles ont une qualité noétique. Selon mes lectures, c'est le sentiment irrésistible que l'expérience est réelle. Et c'est une des choses qui explique pourquoi elles ont un impact aussi profond sur les participants. C'est très difficile de ne pas en sortir changé. Parce que ton idée de ce qui est réel, possible, est transformée par ça. Je me suis beaucoup questionné sur ça, sur l'influence de tout l'univers de croyances qui entoure l'ayahuasca et de l'impact que ça a sur les participants. En fait, je me suis dit que ça m'aiderait sûrement à comprendre un peu mieux le cheminement de Nelson et des autres psychonautes. Qu'est-ce qui pousse les gens à avoir ces expériences psychédéliques? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Moi, je pense qu'il y a une quête de sens. Il y a aussi une quête d'explication d'une certaine souffrance ou alors une quête d'essayer de résoudre une certaine incertitude. Samuel Vessière est chercheur en sciences cognitives à l'Université McGill. Ses travaux portent sur le bien-être et la détresse humaine et il a fait de la recherche sur les psychédéliques. On a discuté des messages qui sont véhiculés dans les centres d'ayahuasca.
Donc en fait, on leur explique déjà, surtout dans ces centres d'ayahuasca, que le mal-être est causé par une manifestation démonique, c'est-à-dire vous avez en fait des micro-comportements comme ça qui seraient causés par des entités maléfiques, et la plante va pouvoir vous purifier. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans le rituel où on va prendre de l'ayahuasca, il y a presque comme une induction hypnotique, c'est-à-dire il y a un chaman ou alors d'autres moniteurs ou d'autres encadreurs qui vont continuer à amener des suggestions. Vous allez remarquer maintenant, peut-être vous allez ressentir le besoin de vomir, c'est normal. Vous allez sans doute entendre quelques voix, c'est normal, c'est la plante qui vous parle et tout ça. Je pense que pour la plupart de ces participants, ils ont beaucoup lu sur ça. Écouter des documentaires, souvent. Écouter des documentaires aussi. Il y a toute une représentation visuelle, symbolique, iconographique aussi, où on représente les esprits de la forêt, on représente ce serpent. C'est intéressant parce que le trope du serpent, cette espèce de figure mythique, elle remonte aux années 60 déjà. L'histoire du serpent vient en fait d'une correspondance de 1963 entre deux auteurs américains extrêmement populaires à l'époque, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Après une expérience d'ayahuasca au Pérou, Ginsberg affirme s'être senti lui-même comme un serpent vomissant. Il n'était pas du tout question d'un dieu serpent ou quoi que ce soit du genre, mais peu importe, le mythe était né. Et de nos jours, cette information-là se retrouve partout. Depuis, les rapports d'occidentaux ayant vu serpent se sont propagés. Donc, il y a une espèce de diffusion de représentation culturelle. Puis ceux qui sont en quête de quelque chose de complètement nouveau, comme l'esprit des plantes ou des serpents, qui vont chercher ça au Pérou, ils vont le trouver. À travers mes recherches, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs idées en lien avec l'ayahuasca et les visions des participants qui sont fortement influencées par l'imaginaire collectif dans le domaine, par les documentaires et par la fiction, par exemple. Tout ça teinté du même romantisme dont David Dupuis me parlait plus tôt. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur le terrain et qui revient très souvent. Ce trope d'une rencontre avec l'esprit de l'ayahuasca qui apparaîtrait sous les formes d'un serpent ou d'une femme, humain, végétal, qui vous parle, qui vous montre des choses par les visions, qui donne des conseils de rencontre avec ce qu'ils vont décrire comme étant le divin ou Dieu ou des ancêtres, des anges, etc., la Vierge, le Christ, des démons. Les anthropologues sociaux vous diraient par exemple que c'est une projection culturelle, c'est-à-dire que vous entendez tellement parler de cette histoire d'ayahuasca, de serpents, de femmes qui vous donnent des conseils, à la fois avant de partir et puis sur place, etc., que finalement vous voyez ce que vous attendez à voir. Ce qui va dans le sens de cette hypothèse, c'est que moi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que cette rencontre avec l'esprit féminin de l'ayahuasca comme un serpent, etc., venait souvent après plusieurs prises d'ayahuasca. C'est-à-dire que plus les personnes étaient expérimentées, plus elles avaient passé du temps là-bas à prendre l'ayahuasca, plus la probabilité d'avoir cette expérience augmentait. Il y a un mot pour décrire ce phénomène-là. C'est ce qu'on appelle du conditionnement. À force d'être exposé à certaines idées à répétition, on les intègre inconsciemment dans nos pensées et dans nos comportements. Et ça se produit par le biais de différentes formes de renforcement. On va revenir souvent le lendemain de l'expérience, on va le verbaliser, ce qui est très important pour les Occidentaux, et souvent les encadrants vont proposer une interprétation ou aider à l'interprétation. Et parfois ça se fait en groupe. Donc si on a souligné une certaine problématique ou une thématique dans le groupe de parole ou dans l'entretien, il y a fort à parier qu'elle va venir s'exprimer dans l'expérience d'ayahuasca suivante. Tout ce contexte imaginaire-là est tellement important qu'il y a même des études qui ont suggéré qu'après des séances d'ayahuasca ou d'autres psychédéliques, des participants qui avaient auparavant aucune croyance religieuse devenaient soudainement des croyants, à cause, encore une fois, de l'aspect incroyablement réel ou noétique des visions, mais aussi à cause de l'influence des chamans et du groupe. Les hallucinogènes produisent une très forte suggestibilité. En ce sens-là,
le rite hallucinogène peut être vraiment un puissant outil de conversion religieuse et de transmission culturelle, puisque voilà, on vous parle, je sais pas, on vous dit qu'il existe des démons, etc., qui vous malmènent, qui vous font du mal, et puis vous prenez l'ayahuasca, et puis vous les voyez. L'expérience hallucinogène peut susciter une conversion très rapide, un peu soudaine, et assez massive, puisque la personne en a fait l'expérience concrète, donc elle ne se considère pas du tout comme un croyant. Par exemple, la présence de Jésus-Christ, et voilà, ce qui change tout. C'est pas forcément un problème en soi, selon David Dupuis. D'ailleurs, beaucoup d'expériences mystiques dans la vie qui amènent à une conversion religieuse se font sans aucune prise de drogue. Et aussi, il précise qu'en général, les participants gardent une part de questionnement et de doute. Bon, par contre, il est important de dire aussi que j'ai pu voir sur le terrain et montrer dans mes travaux que les personnes quand même cultivent une certaine distance critique. On n'est pas non plus complètement manipulé par les substances. Les Occidentaux qui se rendent là-bas, en fait, ils cherchent, ils s'interrogent, ils se posent des questions. Mais il faut quand même rester prudent parce que certaines de ces croyances-là peuvent créer des dommages. Par exemple, des experts ont critiqué le fait que les chamans avaient tendance à prétendre pouvoir faire émerger chez les participants des souvenirs refoulés de l'enfance ou encore des traumas ancestraux issus de vies antérieures. Ouais, des gens qui prennent des substances pour régler un traumatisme, mais chez qui on découvre d'autres traumatismes, c'est un peu inquiétant, non? Pascale Brion, la psychologue spécialisée en stress post-traumatique que vous avez entendu dans l'épisode précédent, m'a justement parlé de ça. Quand vous me parlez de chaman ou de facilitateur, moi j'aurais des inquiétudes à me demander, est-ce que ces gens-là savent qu'ils ont un très grand pouvoir charismatique, très grand pouvoir de persuasion, et que sous un effet où je me sens plus vulnérable, parce que je suis sous un effet d'une molécule, est-ce que je ne peux pas être plus fragile, plus sensible à la suggestibilité de ce chaman ou de cet intervenant-là qui semble convaincu que j'ai vécu un trauma. Aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, le groupe joue un rôle très important là-dedans. En fait, les séances d'intégration qui sont proposées entre les cérémonies d'ayahuasca, c'est essentiellement de la thérapie de groupe sans supervision professionnelle. D'ailleurs, après avoir entendu et lu des tonnes de témoignages sur l'ayahuasca, je remarque une tendance. Il semble y avoir une certaine pression chez les participants d'avoir une expérience positive, profonde, transformatrice. Donc, des participants qui avaient eu une expérience moins bonne disent s'être sentis comme des échecs et aussi avoir reçu des critiques des autres membres du groupe, du genre « t'as pas été capable de t'abandonner, t'as trop résisté » ou encore « t'avais pas la force nécessaire, t'étais fermé d'esprit » ou pire que la détresse et la souffrance de la personne est une illusion, que c'est juste son ego qui parle et que l'ayahuasca est supposé provoquer la mort de l'ego, justement, quand on se laisse suffisamment aller. Effectivement, pour ceux qui n'y arrivent pas, ils vont sans doute internaliser un espèce de stigma. Ils ne vont pas du tout avoir accès au cadre narratif, au sens que les autres personnes qui ont des expériences positives ont trouvé. Ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on est là-bas au Pérou, c'est généralement mal vu de critiquer les cérémonies parce qu'il ne faudrait pas porter une attention négative à l'ayahuasca. Tout ça est renforcé par les croyances en lien avec le chamanisme, donc les promesses de guérison, de vision mystique, d'accès à d'autres mondes, vomir ses énergies négatives, se purifier, avoir mal, purger ses démons. Je peux pas m'empêcher de voir aussi un lien avec l'idée qu'une seule cérémonie remplacerait des années de psychothérapie, comme si une expérience spirituelle pouvait être tellement profonde qu'elle règle d'un seul coup tout ce qui va mal dans notre vie. Il y a même une expression, encore une fois, qui a été proposée en lien avec ça. Le contournement spirituel ou spiritual bypassing en anglais, c'est défini comme utiliser des croyances spirituelles pour éviter de traiter en profondeur notre douleur et nos besoins de développement. D'autres parlent de narcissisme spirituel ou de pseudo-transcendance à propos des pratiques qui prétendent nous faire affronter la réalité, mais qui peuvent en fait devenir une forme d'évitement.
Je continue à penser que beaucoup des cadres pseudo-chamaniques sont dangereux parce qu'ils ne sont pas narrativement, ni cosmologiquement, ni interactivement riches, ni nuancés. Et je pense que ça peut abîmer les jeunes de se retrouver dans un contexte comme ça. En même temps, je vous dirais que de nous inviter à traverser une expérience qu'on n'est pas obligé de nommer comme une souffrance, même si elle est effectivement difficile, je pense que c'est une bonne leçon de vie. Et je pense personnellement que ça peut être une bonne chose. Mais il faudrait que le cadre rituel soit quand même bien soigné, qu'il soit bienveillant et qu'il soit aussi culturellement et narrativement riche. C'est drôle parce que le sociologue Denis Jeffrey, qui s'intéresse aux rites de passage, m'avait partagé quelque chose d'un peu similaire plus tôt dans ma recherche, à l'effet que des épreuves difficiles ou souffrantes même, ça peut être positif et que c'est même souhaitable d'en avoir. Mais tout dépend du contexte. Il ne s'agit pas de fétichiser et de vénérer la souffrance en soi. Donc, le problème pour moi, c'est pas d'inviter les participants à avoir des expériences difficiles et d'y apporter un autre sens et d'y trouver une croissance, mais il faut pas cultiver un certain masochisme. Et ouais, ce masochisme, cette vénération de la souffrance, ce n'est pas une bonne chose. Je peux pas m'empêcher de me demander si les cérémonies d'ayahuasca peuvent faire plus de tort que de bien. Des fois, pas pour tout le monde forcément, là, mais pour certaines personnes. Comme David Dupuis a pu l'observer sur le terrain, la plupart des participants arrivent avec des problèmes personnels importants qu'ils veulent régler. Donc, ils sont déjà fragiles. Plusieurs voyageurs, peut-être même la plupart, vont ressortir des rituels avec une expérience positive. Mais pour d'autres, il y a la possibilité bien réelle que les rituels les fragilisent encore plus. Je me demande si c'est ce qui a pu arriver à Nelson. J'ai aucun doute qu'il avait vécu des choses difficiles par le passé, mais sa démarche avec l'ayahuasca semblait pas l'avoir tant aidé. Il voulait en faire plus souvent, donc peut-être que ces traumatismes, peu importe ce que c'était, auraient pu être exacerbés dans les cérémonies. Ce qui me fait aussi pencher dans ce sens-là, c'est que Nelson avait internalisé, comme beaucoup de voyageurs, tous les mythes à propos de l'ayahuasca. Par exemple, voir les chamans comme des guérisseurs qui détiennent une vérité ancienne et inégalée. Aussi, penser que notre détresse psychologique provient d'énergie négative ou de forces surnaturelles. Et puis, finalement, croire que Mama Ayahuasca ou le serpent sont plus que des hallucinations de notre cerveau et qui vont nous purifier dans des rituels où la souffrance est peut-être glorifiée jusqu'à un certain point. Mais bon, j'avais beau penser ça à propos de Nelson, sauf que je manquais encore terriblement d'informations sur lui pour valider ou invalider mes hypothèses. Et c'est pendant que je réfléchissais à tout ça que j'ai eu des nouvelles d'un de ses amis de Toronto, Eddie, avec qui j'essayais de faire une entrevue depuis des mois. Faut dire que presque tout le monde m'avait parlé de lui comme étant l'ami avec qui Nelson se serait le plus livré dans l'intime. Je le sentais hésitant, puis ça avançait pas. Donc, finalement, j'ai eu une idée. Je lui ai proposé de lui envoyer mes questions par écrit et qu'il me réponde par messages vocaux quand il se sentirait prêt. Ça a été ça le déclic parce que j'ai commencé à recevoir des réponses dès le lendemain. Hi Oliver, so I got your questions, so I will answer them for you just one by one. The first one. La première chose que je voulais vérifier avec lui, qui me semblait prioritaire, c'était ce que le chaman canadien, Dave, m'avait dit à propos de Nelson. Comme quoi, contrairement à ce qu'il avait laissé paraître à ses amis pendant des années, il souffrait psychologiquement. Et la réponse d'Eddie laissait place à aucun doute. So I can confirm that the Canadian shaman is correct. Nelson was struggling with some really deep, dark issues, and I was completely aware of it as well. Selon Eddie, Nelson était aux prises avec des problèmes profonds et sombres, mais il partageait pas ce côté-là de lui avec ses proches, parce qu'il pensait qu'il le comprendrait pas. He did not share this part about himself to his friends back home, because they just didn't and would not ever understand
At least that's the way he shared it with me. So it was only his close spiritual friends that he shared his struggles with. Les deux partageaient une connexion plus spirituelle en plus d'une relation amicale, selon ce que j'ai compris. Et selon Eddie, Nelson avait peur de se montrer plus vulnérable et de partager certaines difficultés avec ses proches, parce qu'il voulait pas leur faire de la peine. Il se sentait un peu incompris aussi, et il voulait surtout pas se faire ramener à l'ordre par qui que ce soit. I don't think it's anybody's fault. He didn't want to get hurt, he didn't want to get talked down upon, and he felt like people didn't really fully understand him, so he couldn't speak his truth and be completely transparent and vulnerable. But I was fortunate enough to be in his life, and he trusted me, so he shared a lot of his deep hurt and traumas. C'était pas de la faute à personne s'il osait pas en parler, selon Eddie. C'était juste sa façon à lui de gérer ça. Il m'a dit que Nelson avait fermé son âme face à comment il se sentait. It caused a lot of stress, a lot of chaos mentally, emotionally in his life. I don't want to say any more, but he was distraught that he was deeply in love. He was also dating another person. OK, ici, je dois prendre une pause pour vous faire part d'un malaise éthique que je vis en ce moment. C'est par rapport à ce que je devrais ou que je devrais pas vous partager dans les choses qu'Eddie m'a confiées. C'est rien de grave, là, inquiétez-vous pas. C'est juste que ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, c'est des choses dont Nelson ne se cachait pas, qui étaient connues au moins de quelques personnes autour de lui. Mais là, je viens d'atteindre le stade où je me demande ce qu'il aurait voulu qu'on sache sur sa vie plus privée. Ça me fait penser à un de mes balados préférés des dernières années, qui s'appelle S-Town. Je m'apprête à vous révéler un élément important de l'intrigue, donc n'hésitez pas à sauter 30 secondes si vous préférez. Le balado en question, c'est un journaliste américain qui fait la connaissance d'un horloger excentrique en Alabama et qui se lie d'amitié avec lui. Puis, au beau milieu de sa démarche, l'horloger en question s'enlève la vie en buvant du cyanure. Cet événement-là fait surgir une tonne de secrets sur sa vie familiale, amicale et amoureuse, entre autres le fait qu'il était secrètement gay dans une région où l'homosexualité est très peu acceptée. On apprend plein de choses sur ses amours secrets, sur les manipulations exercées au sein de sa famille. C'est un chef-d'œuvre, là, selon plusieurs personnes, et il a été téléchargé 40 millions de fois. Mais selon certaines critiques, ce balado-là aurait jamais dû être publié tel quel. Ils y voyaient une forme d'exploitation d'une personne décédée, qui a jamais donné l'autorisation pour que des pans entiers de sa vie deviennent du domaine public. Bon, désolé pour la longue explication, mais j'essaie juste de vous dire ce qui se passe dans ma tête en ce moment. La dernière chose que je voudrais, c'est manquer de respect involontairement aux proches de Nelson, et puis aussi à lui, à son jardin secret. Si je veux poursuivre ma recherche, puis c'est ça que j'aimerais, je pense que j'ai des sérieuses réflexions à faire. Tu sais, à ce stade-ci, ce qui se passe, c'est que je sais plus qu'est-ce que je devrais partager ou qu'est-ce que je devrais garder pour moi. Tu sais, garder pour moi dans le sens que ça m'appartient pas, tu sais. Mais il y a comme une partie de la vie de Nelson où je me sens comme plus à l'aise. Tu sais, je sais plus qu'est-ce que je peux inclure dans le documentaire. Bien, je pense que c'est important que tu reviennes à c'est quoi ta quête. Ma blonde India est toujours de bons conseils pour les aspects humains des histoires, donc je lui ai demandé son avis à propos de mes hésitations. Dans le fond, tu veux protéger certains de ses secrets,
Oui, vraiment. Puis c'est correct. Tu fais pas ça pour déterrer des secrets d'une personne décédée. Non, vraiment pas. Tu fais ça parce que tu penses que ce qui est arrivé à Nelson peut aider d'autres personnes. Ah, écoute, c'est exactement ça. C'est exactement pour ça que je fais ça. C'est vrai ça, hein? Je suis convaincu que l'histoire de Nelson révèle beaucoup de choses importantes sur l'ayahuasca, mais aussi plus largement sur les démarches de croissance personnelle ou spirituelle, et aussi sur la santé mentale. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui me semble d'intérêt public. Mais il reste que la question se pose. Est-ce que cette mission-là que je me suis donnée devrait prédominer sur les aspects plus privés de l'histoire elle-même? Qu'est-ce qui est important pour ta quête, puis qu'est-ce qui est pas important pour ta quête? Il y a sûrement des éléments qui aident à comprendre ce qui est arrivé. Puis il y a une partie que peut-être que tu vas sentir que ça amène pas de compréhension nécessairement pour les gens. Oui, c'est aussi en lien avec les gens qui vont l'écouter. Peut-être que moi, ça m'aide à comprendre des choses que ça me prend ça pour avancer, mais que la personne qui écoute ultimement, c'est ça, cette information-là, par exemple, qui est super privée, elle n'a pas besoin de la savoir. Ouais, je pense que ça a du sens, ça. Je pense que ça, c'est une bonne façon de procéder à partir de maintenant. Donc, après réflexion, voici ce que je me sens à l'aise de partager avec vous. Au moment où Nelson est allé au Pérou la 2e fois, le voyage où il est décédé, il allait vraiment pas bien selon Eddie. Mais c'était pas à propos de son homosexualité. C'était pas non plus à propos de son ex-copain Eric qui s'était enlevé la vie. C'était parce qu'à ce moment-là, Nelson était en amour, mais que c'était une relation impossible, sans issue. Et ça le faisait souffrir. The big reason why he wanted to go back to Peru was not only to volunteer, but he also wanted to do ceremonies. He wanted to do more ceremonies revolved around, but that was a big answer that he wanted answered when he went down. Nelson avait mentionné très spécifiquement à Eddie que son but en devenant facilitateur dans un centre d'ayahuasca, c'était oui pour gagner de l'expérience dans son parcours pour devenir guérisseur, mais il y avait aussi un deuxième objectif. Il voulait lui-même faire plus de cérémonies d'ayahuasca. Nelson voulait parler à l'ayahuasca pour trouver des réponses à propos de sa relation avec cet homme-là. Eddie lui avait déconseillé de faire ça. Il trouvait pas que son ami était dans un assez bon état, mais il y est allé quand même. Et puis, à un certain moment, pendant qu'il était au Pérou, Nelson a écrit à Eddie pour lui dire qu'il s'apprêtait à revenir. And at this point, he was ready to come back. He had a date set. I even think that he had a flight booked as well. He was ready to come back, and he was really excited to come back. Il avait hâte de revenir et il avait acheté son billet de retour. Ça, c'est la même information que Roselyne, une autre amie de Nelson, m'avait partagée précédemment. Ce qu'il a dit à Eddie, c'est que d'une part, il était allé chercher tout ce dont il avait besoin là-bas, mais il y avait aussi autre chose. And he wanted to come back because one, they weren't paying him, and they had another facilitator there who was going to be the lead facilitator, and they were still training him. They didn't think that he was qualified enough to do it on his own, so he wanted to come back. Nelson a annoncé à Eddie que le centre où il travaillait refusait de le payer. Mais pire, il voulait avoir un poste permanent comme facilitateur dans le centre là-bas, mais il a finalement été rejeté à cause de son manque d'expérience. Et c'est là que j'ai su qu'Eddie avait lui-même été facilitateur au centre en question, le Rainforest Healing Center, par le passé. Il s'était fait offrir ça dans leur premier voyage. So near the end of the retreat, I was actually invited to work at the retreat center. They noticed my skills, how I interacted with people. Donc, si je résume, là, Eddie et Nelson étaient ensemble lors de leur premier voyage au Pérou pour aller faire de l'ayahuasca. Nelson a ensuite voulu devenir facilitateur, mais le poste a plutôt été proposé à Eddie, et ça a causé des tensions entre les deux. And this also caused a little bit more friction between Nelson and I as well, because he really wanted the position. Ma tête tournait à 100 000 à l'heure à ce stade-là. C'était clair que je pourrais creuser plus loin avec Eddie pour mieux comprendre comment ça se passait là-bas, donc j'ai commencé à écrire d'autres questions. Correspondre avec lui, c'était une mine d'or d'informations qui n'arrêtait pas de me surprendre. Mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises.
parce que c'est dans cette période-là que j'ai reçu un autre message. Un que je pensais jamais recevoir. C'était Claudine, la mère de Nelson. Elle avait écouté la première saison de Dérive, le rituel de sudation, et elle était prête à me parler. Je nous reconnaissais un peu à travers cette histoire-là. Puis, en tout cas, moi aussi, ça m'a touché beaucoup cette histoire-là parce que je me suis dit, ces gens-là, ils ont vécu la même chose que moi. Exactement la même histoire aussi. Et dans notre brève discussion au téléphone, j'ai tout de suite réalisé que quelque chose était clair pour elle. Selon ses recherches sur le terrain, qui n'avaient jamais été révélées jusqu'à aujourd'hui, la mort de Nelson, c'était pas un suicide. Dans le prochain épisode de Dérive Ayahuasca, je rencontre la mère de Nelson qui m'explique ce qu'elle a vécu quand elle s'est rendue elle-même au Pérou et ma recherche prend une toute autre tournure. On a tout son plan d'affaires d'ouverture d'un café. Il s'en venait à Québec. C'est ce que je voulais te montrer. Il avait planifié ses questionnaires. Ça, c'est le 16 mars. Il s'est fait réparer une dent le 12 mars. Tu sais, tu fais pas ça quand tu veux te suicider. T'achètes pas un billet pour aller visiter le Machu Picchu. C'est aller faire du tourisme pour le fun, pour le plaisir. Mm-hmm. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.